Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de rester fidèles au journal de TNTV. Toutes nos excuses pour ce léger retard. À la une ce soir, y aura-t-il des œufs à Noël? La question se pose alors qu'une pénurie touche actuellement la Polynésie. En cause, la salmonelle découverte dans une grosse exploitation de Tahiti. Ce n'est pas une première au Fénois. Le pays réfléchit à ouvrir les importations. Un ancien prêtre condamné à 1 an de prison ferme. La décision de justice est tombée aujourd'hui pour le père Noël Atto. Il est reconnu coupable d'avoir détourné plusieurs millions de francs et d'avoir abusé d'une de ses fidèles. Son avocat annonce faire appel de la décision. Ils sont champions du monde. La délégation tahitienne de chasse sous-marine est rentrée hier soir au Fénois. Elle a remporté un triplé historique aux mondiaux du Brésil. Une performance inédite et 2 jours de compétition intense que nous évoquerons avec celui qui est désormais champion du monde. Del Lamartinière est notre invité. Il nous livre ses impressions dans un instant. Et puis cette inquiétude des riverains de Mataiva, le pont qui relie les 2 rives du village est vieillissant, à tel point que les poids lourds ne peuvent plus l'emprunter. Si des travaux de sécurisation sont en cours, des études doivent être menées pour connaître l'ampleur du chantier à réaliser. Mais d'abord, ces images impressionnantes à Rangiroa où le mauvais temps a fait des dégâts. Le vent fort et les pluies intenses ont arraché des tôles. Des arbres sont tombés sur les routes. Ce matin, la commune a appelé les habitants à faire preuve d'une grande prudence alors qu'un minimum dépressionnaire s'est formé sur la société aujourd'hui et devrait se déplacer en direction de Here-Here-Toué cette nuit, dégradant davantage les conditions sur la façade ouest des Tuamotu. On rejoint par téléphone en direct le maire de Rangiroa pour faire le point sur place. Tahuhu Mareura, bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, peut-on faire le point sur la situation? Oui, bonsoir, bonsoir la Polynésie qui nous écoute ce soir, bonsoir. Donc la situation aujourd'hui, c'est vrai que pendant on a eu des rafales de vent atteignant jusqu'à 100 km/h quand même. On a eu ces rafales surtout pendant qu'il y a eu pluie qui tombe. Et on a une toiture d'abri pour nos enfants pour aller au collège qui s'est détachée, qui est tombée sur une voiture et en même temps, on a des arbres qui sont tombés sur la route. Aussitôt, la commune a été chargée de les dégager, tout ça, et aussi d'aider notre population qui ont eu un besoin. Et ça, on a été aidé par l'équipement aussi. On a travaillé ensemble justement pour essayer de minimiser le plus de dégâts que la commune peut prendre en charge. Donc, en ce moment, d'après les météorologues, il faut s'attendre encore ce soir à des vents forts. Donc, on est tous en vigilance, aussi bien la commune que l'équipement. Et voilà ce que je pouvais dire ce soir. On imagine votre surprise, votre inquiétude également face à ce mauvais temps qui n'était pas forcément prévu d'être aussi intense. Tout à fait, justement. On avait bien entendu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait des coups de vent, mais à cette ampleur-là, on ne s'y attendait pas. Bon, maintenant que c'est arrivé, on savait que c'est la période. Donc, nous, les communes, c'est à nous à essayer de protéger notre population et surtout d'y veiller. Qu'il y ait un mort ou des blessés pour justement protéger notre population. Et vous êtes inquiet pour la nuit qui arrive? Est-ce que vous allez peut-être renforcer votre dispositif de sécurité? Tout à fait. Là, mes pompiers, ma police municipale, même mes travailleurs, là, ils sont en attente. Dès qu'on a une nouvelle qui nous tombe comme quoi on a besoin d'intervention, donc on interviendrait sur les sinistres au cas où il y a un sinistre. Merci beaucoup, Tahu. Bon, avant qu'on se quitte, je voulais aussi remercier nos pilotes d'Air Tahiti parce qu'il y a des atolls où les avions ont été annulés et nous, à Rangiroa, on a eu de la chance avec Tikehau qui se sont quand même posés et ils sont repartis. Voilà, merci.
Et merci à vous surtout d'avoir été en direct ce soir dans le journal de TNTV. Bon courage pour la nuit qui commence avec ce mauvais temps. Merci pour votre intervention et en espérant donc que la situation ne s'aggrave pas plus sur l'île. Météo France qui a placé les Tuamotu centre et ouest en vigilance orange pour orage, vent violent, forte pluie et vagues submersion cet après-midi. Ces derniers sont particulièrement marqués vers Here-Here-Toué à l'approche d'un minimum dépressionnaire qui est prévu de passer au plus proche de l'atoll dans la journée de demain, puis de s'évacuer au sud la nuit suivante. Fin en revanche de la vigilance orange pour les îles du Vent et les îles sous le vent. Voilà, restez donc prudents. Vous l'avez sans doute remarqué si vous avez tenté de vous procurer des œufs. Je vous le disais en titre, les étals sont quasiment vides depuis quelques semaines. En cause, un foyer de salmonelle qui aurait été découvert dans une des plus grosses exploitations de Tahiti. À l'approche des fêtes de fin d'année, le pays envisage d'ouvrir les importations. Mais cela aura un coût. Le point sur la situation avec Nicolas Pérez, Yann Roy et Julien Otoutou. Depuis quelques jours, les boîtes d'œufs manquent dans les rayons des magasins d'alimentation. En cause, la découverte de salmonelle chez un producteur d'œufs de Tahiti. Les prélèvements ont été faits suite aux investigations menées après les intoxications survenues à Rangiroa en octobre dernier. Parmi les éléments qui ont été relevés, il y avait des œufs en provenance de cet élevage. Donc c'est pour ça qu'on a été diligenté sur place pour faire des analyses précises. Il y a une traçabilité très forte dans cet élevage, donc on a pu bien travailler. Mais il semblerait que ce ne soit pas la seule cause des problèmes de Rangiroa. Un seul hangar est concerné, mais toute la distribution est provisoirement à l'arrêt suite à un arrêté de la direction de la biosécurité pris le 19 novembre. Il y aura une pénurie. Donc aujourd'hui, nous avons l'information que le ministère de l'économie va libérer des importations pour permettre de couvrir la pénurie. Ça va arriver d'ici une dizaine de jours, les premiers œufs. Et après, on aura une période difficile qui va durer au moins 6 mois et sur laquelle ça sera compensé par de l'importation. Du côté des commerçants, on tente de rester serein, même si ces importations auront un coût. Ils commencent à ressentir effectivement une certaine lacune dans l'approvisionnement. Surtout, ne paniquez pas. Avec l'ouverture des quotas, les importateurs réagiront très vite et il suffit que le gouvernement en amont soit prêt, s'organise pour cela sur le plan réglementaire. Mais il y aura un coût puisque ce sera un acheminement par avion. L'exploitation concernée par la présence de salmonelle a, selon la biosécurité, fait le nécessaire pour éliminer toute trace de salmonelle et reprendre son activité. Il y a déjà un bâtiment qui doit accueillir des poussins demain. Ce bâtiment est clean, donc on va pouvoir accueillir les poussins demain, donc permettre une reprise de production d'ici 6 mois. Un épisode épidémique qui n'en est pas à sa première sur le Fénois. Pourtant, aucun dispositif n'existe pour accompagner les éleveurs touchés par un arrêt partiel ou complet de la commercialisation de leurs produits. A été voté à l'Assemblée une mesure pour, en cas de catastrophe climatique, avec une prise en charge assurantielle en fait, de l'exploitant. Mais dans l'immédiat, ça ne couvre en effet pas ces épidémies infectieuses que les cheptels et les élevages de volailles peuvent subir. Plus de 30 000 poules pondeuses issues de cet élevage ont été éliminées. D'autres analyses devraient être réalisées chez tous les acteurs du secteur pour être certain que la situation est sous contrôle. On évoque à présent ce nouveau coup porté au trafic de cocaïne transitant en Polynésie. Un peu plus de 30 kilos de drogue ont été saisis par les douaniers le 18 novembre dernier. Elle a été trouvée au port de Papeete dans des conteneurs en transit vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La drogue était dissimulée dans 2 sacs qui contenaient au total 27 pains de cocaïne. Valeur marchande estimée à 618 millions de francs.
Il y a la drogue en transit, mais aussi celle qui est écoulée sur notre territoire. 9 personnes ont été interpellées mi-novembre pour importation de stupéfiants depuis les États-Unis. Un réseau de trafic d'ice structuré et organisé entre Mahina et Punahouia. Sur les 9 personnes, 4 ont été mises en examen et placées en détention provisoire. La messe est dite pour le père Noël Atto. L'ancien prêtre a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné plus de 13 millions de francs et d'avoir abusé de la confiance de l'une de ses fidèles. Son avocat a déjà annoncé qu'il ferait appel du jugement. Un jugement suivi pour nous par Sam Teinaouri. Dès la sortie de la salle d'audience, Maître Stanley Cross a confirmé l'appel de la décision du tribunal correctionnel. Nous, on avait fait une approche très juridique du dossier, parce qu'il s'agissait de savoir s'il y avait abus de confiance ou non. Nous, on a fait la démonstration qu'il n'y avait pas d'abus de confiance. Le tribunal, on a décidé autrement. Et puis, ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'on avait soulevé quand même l'irrecevabilité du Kamika, en disant que, au regard des textes, la constitution de partie civile du Kamika était irrecevable. Le tribunal, on a décidé autrement. Un représentant du Kamika était là ce matin pour rappeler qu'il y a 1 an, le pape avait révoqué le père Atto. Noël Atto Notemorea n'est plus prêtre catholique. Il se déguise en prêtre catholique, mais n'est plus prêtre catholique. Il n'y a aucun recours possible à son renvoi de l'état sacerdotal par le pape. Et il a menti à la barre la semaine dernière en disant qu'un recours était actuellement analysé par le Saint-Siège. C'est totalement faux. Il peut y avoir une grâce, mais une grâce que lorsque l'on reconnaît ses fautes et qu'on s'amende. Ce n'est absolument pas son cas. Pour rappel, ce sont les paroissiens qui ont saisi l'archevêque de Papeete pour signaler les agissements du père Atto, des actes qui avaient été perpétrés pendant plusieurs années. Le tribunal a confirmé ce matin que ces actes étaient totalement illicites. Et en justice, toujours, le tribunal administratif a rejeté ce mardi les recours de l'Assemblée et du Tabini. Il voulait imposer à l'État d'ouvrir un dialogue sur la décolonisation sous l'égide de l'ONU. Le tribunal s'est déclaré incompétent. Il estime que ce sujet relève d'une décision politique qui ne peut être jugée par la justice. Il en est un qui sera très certainement jugé en revanche pour des faits dramatiques. Selon nos sources, un père de famille, policier de profession, est soupçonné de blessures infligées à son bébé devant sa compagne. Le jeune homme aurait violemment joué avec l'enfant de 2 mois. Résultat, le bébé présente des fractures aux 2 fémurs. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Après le drame d'Af-Haïti, place au deuil. Aujourd'hui, 5 des 8 victimes ont été accompagnées à leur dernière demeure. Un couple et leur fils, ainsi que la plus jeune victime, âgée de 3 ans, et sa maman ont été enterrés au cimetière de l'Uranie. Certains élus étaient présents pour accompagner les familles dans ce dernier au revoir. Voilà ce chiffre à présent, 17 000, c'est le nombre de personnes porteuses d'un handicap en Polynésie. Leur prise en charge est bien souvent l'affaire des associations et des familles, souvent oubliées. Pour faire évoluer la situation, la journée internationale des personnes handicapées avait lieu aujourd'hui à la présidence. Sensibilisation et inclusion ont rythmé cette journée. Thomas Chabrol y était. Et Yata savoure cette matinée dédiée aux personnes en situation de handicap. Avec les membres de la fraternité chrétienne, elle participe aux ateliers créatifs. Oui, comme la peinture. Et après, j'ai mis les étoiles. Au programme, activités artistiques, ateliers de magie, mais aussi initiation au ping-pong avec Matteo Teei, champion en titre de tennis de table aux Jeux du Pacifique et aux mini-jeux de Palau. Le champion milite pour obtenir plus de suivi des athlètes en e-sport. Oui, dans mon cas, dans mon sport, oui. Il n'y a pas trop de suivi, tu vois. Et pourtant, il y a des champions dans n'importe quel sport. Et pourtant, on ne les suit pas, c'est dommage. Si l'heure est à la fête, les associations partagent aussi leurs préoccupations. Le manque d'infrastructures adaptées et la difficulté pour certaines familles d'obtenir un accompagnement continu. Pour nous, les enfants porteurs de troubles autistiques, les lieux ne sont plus adaptés. Donc il nous faut des lieux construits pour eux,
avec des salles dédiées à la tranquillité, au développement des sens. À travers ces images, ce photographe a capturé le quotidien des familles, des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Un travail pour mettre en lumière leur réalité, parfois méconnue. Il fallait montrer à travers des photos quels sont les sentiments et comment ils vivent chaque jour. Voilà, ça va dans l'esprit et le cœur. Cette journée résonne comme un rappel, celui que l'inclusion n'est pas seulement un mot, c'est aussi de l'écoute et du partage. Ils ont été accueillis à l'aéroport avec les honneurs du pays. La délégation de chasse sous-marine est rentrée hier soir au Fénois. Elle a remporté un triplé historique aux Mondiaux du Brésil. Del Lamartinière et Teina Hort ont été sacrés champions du monde. Une première place a également été remportée au classement féminin par équipe. Malgré des conditions de pêche difficiles, Tahiti aura su tirer son épingle du jeu avec des performances inédites. On en parle tout de suite avec celui qui est désormais champion du monde de chasse sous-marine, Del Lamartinière. Bonsoir. Hey, Irena. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de TNTV. Toutes nos félicitations, bien sûr, tout d'abord pour ce magnifique parcours à vous et à toute la délégation. La Fédération tahitienne de sport subaquatique, qui est déjà une grande habituée des hauts du classement. Cette fois, c'est sur le podium que vous étiez. Comment est-ce que vous avez vécu cette victoire? C'est un moment historique pour nous, hein. Première fois que Tahiti est championne du monde. On n'arrive pas encore à réaliser l'exploit. C'est comment dire? Ça a été une joie immense. Voilà, ça a été une joie immense parce que tant de travail, tant de sacrifices, aussi loin de nos familles pendant 2 mois, tant d'investissements, c'est dur de gagner un mondial pour un petit pays comme le nôtre. C'est vraiment un espoir pour nous. On est fiers d'avoir porté haut notre couleur, d'avoir enfin chanté l'hymne national de notre pays sur la plus haute marche du podium. Et parce que les autres, ça fait 5 mondiales que je fais, et à chaque fois je vois ceux qui gagnent chanter donner tout leur cœur, chanter leur hymne national devant tout le monde, et ça fait chaud au cœur. Je me dis, j'espère qu'un jour ça va être nous, et ce jour est arrivé. Et ce jour est arrivé, on le voit sur les images, cette fierté d'avoir remporté ce titre de champion du monde. Comment était le niveau sur place? La compétition était rude? Il y avait les meilleurs mondiaux, hein. En fait, les conditions étaient vraiment compliquées parce que nous, on s'est pris à l'avance. On est arrivé presque 2 mois avant. Mais pendant 2 semaines, la pêche on sortait, mais on pouvait presque pas pêcher, enfin presque pas repérer parce que les zones étaient vraiment sales, fort la mer, la houle était immense. Enfin, on était un peu frustrés parce que on s'est pris à l'avance pour rien, quoi. On commençait à paniquer. Toutes les nations étaient arrivées à ce moment-là, au bout de 2 semaines. Et comme par hasard, quand tout le monde est arrivé, la mer est devenue claire comme par hasard. Alors que les conditions auparavant étaient rudes, et on le voit d'ailleurs sur ces images, on ne voit presque pas les eaux, les poissons dans l'eau. Comment ça se passait plus concrètement la compétition sur l'eau? Vous aviez des zones départagées par équipe? Comment s'est déroulée cette compétition? Non, on est presque 90 pêcheurs, les femmes avec les hommes, dans une même zone. Les zones cette année étaient vraiment petites comparées en Espagne il y a 2 ans. Et c'est là où c'était compliqué parce qu'il y a des zones dans la zone où tu ne pouvais pas pêcher parce que c'était vraiment sale. Alors ça regroupait tous les pêcheurs sur certains endroits où c'était un peu plus clair. Et c'est là où c'était compliqué parce que c'était dangereux parce que tout le monde était... on pouvait avoir sur un petit caillou une trentaine de pêcheurs pour un poisson, quoi. Et au final, vous avez su tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Mais je crois que c'est notre force, c'est qu'on était très unis entre nous. Et notre préparation, c'est vraiment préparé. On a vu qu'en Espagne, on n'était pas vraiment loin de gagner. On s'était dit qu'il nous manquait juste un peu plus d'investissement, un peu plus de conditions. Et c'est ce que vous avez fait cette année. La préparation a été rude. Dès que c'était fini le championnat en Espagne, on peut dire que chacun s'est entraîné déjà pour le prochain mondial.
Et c'est aussi en apnée, hein. C'est vraiment un véritable sport. Comment on fait pour tenir en apnée sous l'eau comme ça? Là aussi, c'est beaucoup de préparation. On s'est focalisé aussi sur le physique. La première année, on s'est focalisé beaucoup sur le physique, aller courir. Enfin, nos coachs nous ont vraiment bien encadrés. On les remercie beaucoup. Prochaine étape pour vous, c'est quoi pour la fédération? Même si déjà là, c'est vraiment déjà énorme, hein, c'est le summum. On a déjà le titre, enfin, on vient de l'avoir, mais le plus dur, c'est de le garder. Hein. En fait, c'est aussi de motiver la nouvelle génération, parce que quand on ne sera plus là, il faut qu'il y ait de la relève. On a eu des grands champions avant nous, mais ça n'a jamais... Il manquait pas grand-chose. Nous, on a vu les clés pour qu'on puisse gagner. Ces clés-là, il faut qu'on les transmette à nos... Donc là, l'idée, c'est de préparer la relève et vous aussi de vous laisser bien sûr le temps un peu de vous reposer, puis de reprendre un entraînement intensif pour les mondiaux qui suivront. Oui, parce que les autres nations s'entraînent beaucoup. Enfin, ils sont vraiment sérieux. Ils mettent les moyens. Le pays il investit beaucoup pour leurs athlètes. On remercie, au nom de la fédération tahitienne, on remercie beaucoup le pays. Notre président, hein, qui est d'ailleurs venu nous accueillir à l'aéroport. Nous, c'était chaud au cœur. On remercie le pays, et nos familles, tous nos sponsors et tout. C'est important que beaucoup soient derrière les athlètes, c'est pour les encourager. Ça nous a beaucoup motivés. Quand on voit qu'il y a beaucoup qui nous soutiennent, on se dit, on va pas rentrer bredouille. Est aussi derrière vous pour vous encourager et continuer à diffuser ces magnifiques événements sportifs. Félicitations encore à vous pour ces titres. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de TNTV. Merci. Le raid Apetei Reiatea aura-t-il bien lieu ce week-end? Le mauvais temps pourrait empêcher cet événement sportif de l'année très attendu par les coureurs. Mais pour ce faire, il faudrait engager des moyens supplémentaires pour la sécurité des participants. Les organisateurs sont en pleine réflexion. Le reportage de Jessica Doucet. Pas grand changement par rapport à l'année dernière. Le tracé, identique à celui de l'an dernier, est déjà plébiscité par les coureurs. Premier trail, passage technique et nature luxuriante, de quoi ravir les amateurs de course en montagne. Le comité organisateur est resté sur le même parcours que l'année dernière, à 95%. Donc il y a 16 km, un départ ici de la mairie et une arrivée aussi ici à la mairie. Pourquoi on a maintenu ce parcours? C'était suite au retour des coureurs de l'année dernière qui avaient bien aimé ce parcours. Et juste sous le couvert du Monte Mihani, l'objectif de ce raid Apetei, c'est de rappeler et sensibiliser à l'importance de préserver notre fleur vraiment endémique de l'île de Reiatea. Mais les fortes pluies de ces derniers jours viennent compliquer les choses. Les organisateurs se laissent jusqu'à demain pour décider, maintenir la course ou l'annuler. Une incertitude qui nécessite un important renfort des équipes de sécurité sur l'ensemble du parcours. Le mauvais temps des dernières semaines nous pousse à prendre davantage de mesures, notamment en termes de sécurité, et renforcer ces équipes-là. C'est ça la grosse question et le gros souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, voilà, même si demain il fait beau jusqu'à samedi, la terre est imbibée d'eau et donc risque de glissade et de blessures accrues. Pour sécuriser l'épreuve, une centaine de bénévoles seront déployés sur les secteurs sensibles, sans oublier le soutien essentiel de la commune. L'an dernier, le raid Apetei avait battu son record avec 200 participants. Cette année, l'organisation espère en accueillir au moins la moitié. Verdict attendu demain. En attendant, les coureurs croisent les doigts. Et on reste dans les îles avec cette inquiétude des riverains de Mataiva. Je vous le disais en titre, est-il raisonnable de continuer à emprunter le pont principal de l'île? L'infrastructure datant de l'an 2000 est vieillissante au point que les véhicules lourds ne peuvent plus l'emprunter. Des études sont en cours pour définir l'ampleur des travaux à réaliser. Laure Philibert fait le point sur des images de Mataihourei. Le bois est rongé et les fondations rouillé. Ce pont relie les deux rives du village Pahua.
Construit en l'an 2000, l'ouvrage n'a jamais été rénové et les installations s'érodent. Armand Depierre est l'un des 6 habitants de l'atoll qui ont participé à sa réalisation. Je fais partie des personnes qui ont construit ce pont. Pour moi, il ne faut pas juste venir faire des petits travaux comme vous l'avez vu, de la peinture, changer le bois. Non, non, regardez, l'état du pont, des poutres en béton. Ce pont était censé tenir 50 ans, mais regardez, on est à peine à 25 ans, tout est rouillé et les agents de l'équipement ont interdit l'accès aux camions des sapeurs-pompiers. Ce pont est instable. Ce pont est le plus long de Polynésie, 120 mètres de long, au-dessus du lagon cristallin. Il est la seule jonction terrestre entre 2 parties de l'atoll. Ses habitants y sont attachés. Une première mission des services de l'équipement a réhabilité le garde-corps de l'ouvrage le mois dernier. Mais un rapport d'inspection révèle de nombreuses altérations du béton et une corrosion importante des parties métalliques. Depuis le début de l'année, les gros véhicules comme le camion de pompiers de la commune ne peuvent plus le franchir. Un frein à la sécurité et au développement touristique. Après 25 ans de bons et loyaux services, nous sommes heureux de voir les agents de l'équipement venir enfin faire des travaux de sécurisation. Il était temps et ils ont bien vu, tout est en mauvais état, le bois, la peinture. C'est déjà bien qu'ils viennent sur place. Le pays, qui n'a pas répondu à nos questions face caméra, indique que 60 millions sont prévus dans le prochain budget pour réaliser d'autres études. Second site signalé par le maire de Mataïva, le radier de Tao. Balisé pour éviter les accidents, sa réhabilitation dépend de la commune. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Juste après, retrouvez Ciné Nui avec Ramzi Malouki, suivi de 2 nouveaux épisodes de la série NCIS Los Angeles. On se quitte ce soir sur un extrait du Huratapairu 2025 et cette performance sur scène du groupe Hia'ai en catégorie Mehura. Le live streaming est également disponible sur TNTV+. Je vous laisse apprécier, je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Paro e, era pai ti e